C'est vrai qu'Almé, on a connu un bond assez vertigineux. On en faisait 360 000 euros de chiffre d'affaires en 2020 et presque 15 millions en 2024. Donc il faut tester, mais il ne faut pas tester sur des semaines ou sur des mois. Il faut raisonner en journée, quoi. Il faut aller très 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 vite. Ça, c'est le secret de la croissance, c'est la vitesse. Le jour où on a fait all-in, on a mis 50 000 euros et on a fait directement 250 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois. On est passé d'une marque qui faisait 40 000 par mois pendant 1 an et demi à 250 000. Pour moi, le cost hors taxe net de retour, c'est le métrique majeur. Sans la créa, ta marque n'existe pas. Le problème, c'est que ta marque et ton produit peuvent être super. Si derrière ta créa ne raconte pas tout ça, c'est comme si tu t'es arrêté à 3 mètres du buffet, quoi. Il y a des boîtes qui sont capables de mettre facilement 50, 60 000 euros dans du ads par mois et qui vont chipoter pour 500 ou 600 euros pour avoir des créas de qualité, quoi. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup Larry d'être aujourd'hui présent dans ce podcast avec moi parce que je suis vraiment content de t'avoir. Je sais qu'on va avoir un échange qui va être passionné au sujet de l'e-commerce, qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger. C'est ce que j'ai ressenti quand je commençais à te poser des questions, à voir avec toi les différents sujets qu'on pourrait aborder. Donc toi Larry, tu es le fondateur et l'ex-CEO de la marque Almé. Aujourd'hui, tu vas me dire si j'utilise le bon terme, mais tu es reconverti en Head of e-commerce externalisé pour des marques qui veulent faire un bond dans leur croissance. Ouais, plutôt un sparring partner, je dirais, ouais. Ok, trop bien. On reviendra dessus parce qu'effectivement, tu as tout un tas de champs d'action sur lesquels tu peux intervenir. Puis tu as une super histoire déjà avec Almé que tu as créé en 2017, que tu as monté jusqu'à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu as aussi dépensé beaucoup en ads et en influence jusqu'à 4 millions. Donc aujourd'hui, moi je vais te poser quelques questions pour que tu puisses nous partager tes retours, tes conseils, tes différentes leçons pour faire passer une marque e-commerce d'un premier stade, on va dire 500 000 euros de chiffre d'affaires, à beaucoup plus haut, plusieurs millions, 2, 3, 4, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le but, c'est que tu puisses nous expliquer ce que toi, tu en penses, qu'est-ce que ça implique selon toi, quelles sont les erreurs à ne pas commettre et les bonnes pratiques à mettre en place. Avec plaisir, on est là pour ça. Top. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que je peux te laisser te présenter, Larry ? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis Larry, je suis dans le e-commerce depuis à peu près 15 ans. J'ai commencé, comme tu l'as rappelé, en 2017. J'ai lancé une marque de prêt-à-porter avec une petite particularité, c'est qu'on habillait les femmes du 36 au 54. Parce que dans la mode traditionnelle, les marques s'arrêtent au 42. Or, 40% des femmes en France taillent au-delà d'un 42. Et du coup, j'ai lancé une marque de prêt-à-porter dite pour les femmes grande taille dont j'ai revendu mes parts en début 2025. Ok, très bien. On reviendra certainement plusieurs fois sur ton expérience avec Almé parce qu'elle t'a appris évidemment énormément de choses sur la partie e-commerce. Et donc là, depuis 2025, tu es sparring partner pour les fondateurs et les head of e-com. Ouais, c'est ça. Non, j'ai plusieurs casquettes. Sparring partner, on va dire que c'est le terme qui va regrouper un petit peu toutes mes casquettes. Globalement, j'accompagne des marques. J'ai accompagné une douzaine de marques en un an. Des marques qui allaient de 1 million d'euros de chiffre d'affaires à 20 millions sur des périodes allant de 1 mois à 6 mois. Ok, très bien. Et donc, j'imagine que quand tu étais chez Almé, tu étais déjà
ça j'en suis sûr, très souvent démarché pour te proposer des accompagnements pour de l'AS, du CRO, de l'emailing ou tout autre accompagnement qui peuvent être utiles à un e-commerce. Aujourd'hui, tu es un peu passé de l'autre côté. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être passé du côté plutôt conseil pour ces marques-là? En fait, quand tu bosses pendant 10 ans dans ta propre boîte, tu finis quand même par avoir un mono-regard sur tes problématiques, sur ton marché, sur ta verticale. Or, quand tu bascules de l'autre côté, tu as l'immense avantage de plonger tes yeux dans des business plans, des coûts d'acquisition, des costs, des taux de retour différents et déguiser un petit peu parfois tes a priori que tu pouvais avoir et que avec les expériences, tu t'as moins, quoi. Ok. Et du coup, ouais, ça te permet d'avoir un benchmark beaucoup plus large en termes de data et de possibilités. Et tu aurais comme ça un a priori que tu avais, que du coup, tu n'as plus suite à une collab avec une marque? Ouais, déjà, quand tu es dans le prêt-à-porter, tu subis des taux de retour qui faussent toute la donne, qui sont une donne qui correspond généralement au prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, c'est pas rien dans les e-commerce. Je crois que c'est encore le produit le plus vendu. Donc, ça veut dire que le produit le plus vendu est attaché à lui la problématique la pire dans le e-commerce, c'est-à-dire le taux de retour. Quand tu bascules dans d'autres verticales, tu te rends compte que le taux de retour, parfois, est sous les 5%, parfois même sous les 2%. Et donc, toute ta vision de la rentabilité, parce que le prêt-à-porter court aussi à cause de ça, et notamment à cause de ça, du cours derrière la rentabilité. Et donc, le fait de découvrir ces verticales-là qui sont sans retour, ou pratiquement sans retour, c'est quand même un terrain de jeu qui est pas plus simple, mais avec une épine dans le pied en moins. Et pas la plus fine. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça peut impliquer dans ta vision de l'e-commerce? Ça a eu quel impact, quelles conséquences? Aujourd'hui, quand je conseille une boîte, quand j'arrive dans une boîte, je prends évidemment mon expérience Almé, notamment sur la croissance, parce que c'est vrai qu'Almé, on a connu un bond assez vertigineux. On faisait 360 000 euros de chiffre d'affaires en 2020 et presque 15 millions en 2024. Donc en 4 ans, on a fait des pas de géant. Donc cette expérience-là, elle marque en termes d'organisation, en termes de rentabilité, de levée de fonds aussi. Mais j'ajoute aussi les briques de ce que je vois dans d'autres marques, plus agiles, plus petites. Et puis le e-commerce a changé aussi. Entre 2021 et aujourd'hui, ça a bougé sur l'intelligence artificielle, ça a bougé sur le contenu, ça a bougé sur l'influence, ça a bougé sur le paid, ça a bougé sur la rentabilité. Donc vraiment, j'aiguise mon regard à chaque expérience et j'espère apporter aussi de mon côté aux fondateurs une vraie plus-value. Trop bien. Et je vais essayer de te poser des questions que ces fondateurs pourraient se poser. Quand on a commencé à préparer l'échange ensemble, tu m'as dit que le point de départ en e-commerce, c'était d'avoir un bon produit que tout le monde comprend et que l'on sait rendre visible. Est-ce que tu peux m'expliquer cette jolie phrase? Disons que c'est la différence entre deux marques. Il va y avoir des marques où le produit est évident pour son marché et d'autres qui vont avoir plus difficile à expliquer le produit. Moi, typiquement, le postulat était simple chez Almé. 40% des femmes en France taillent au-delà d'un 44. Pratiquement personne ne les habille à part 2-3 marques. Il y a donc un océan bleu de 14 millions de femmes qui ne demandent qu'à une chose, c'est à s'acheter du prêt-à-porter. Dès l'instant où tu crées une marque, le produit est compréhensible par ta cible, en mettant des mannequins, par exemple, un peu plus fortes que ce que tu vois d'habitude. Du coup, quand tu fais une ads, une publicité, ta cliente qui scrolle parmi les millions de marques de prêt-à-porter, elle s'arrête immédiatement parce qu'elle a compris que tu t'adresses à elle. Ce point de départ-là, il est fondamental. Et la troisième couche, c'est la visibilité. Ça, c'est un peu ma façon de voir les choses. C'est qu'une fois que tu as trouvé les deux premières, donc mon bon produit a rencontré mon marché, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à rester invisible ou à jouer petit. Et on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais c'est à ce moment-là qu'on appuie sur le champignon, quoi. Ouais. Et donc, appuyer sur le champignon, ça veut dire ajouter un 0 à son budget sur Meta, ou 2.
Ouais, c'est ajouter autant de zéros qu'il faut sans trembler parce que, et je dis Meta, demain ce sera peut-être TikTok, mes filles elles sont sur Snapchat, elles savent même pas ce que c'est Facebook, donc faut aussi s'adapter, mais je vois beaucoup de fondateurs se poser la question sur la répartition des budgets. Moi j'ai toujours fonctionné avec les gens autour de moi. Quand je vois 10 nanas autour de moi qui utilisent Instagram 80% de leur temps, je me demande pas comment faire pour les toucher. Je sais que c'est sur Instagram que ça se passe. Mais si demain, je devais créer une marque pour les fréados, j'irais probablement pas mettre 1 euro sur Instagram. Donc, l'idée d'être visible, aujourd'hui, on dit Meta par facilité, par raccourci, mais l'idée d'être visible, c'est d'être visible. Si ça passe par des boutiques, ça passe par des boutiques. Si ça passe par la une du New York Times, ça passe par la une du New York Times. Mais pour 98% des boîtes que j'accompagne, et la mienne à l'époque, ça s'appelait Instagram et Facebook. Yes. Trop bien. Et pour revenir sur la notion de bon produit, chez Almé, vous aviez tout de suite trouvé le bon produit ou ça a demandé plusieurs itérations? Vous avez fait des erreurs au départ? Oui, on a fait. C'est pas des erreurs, c'est le courbe d'apprentissage, comme dit l'autre. Non, bien sûr que ça nous a mis 2 ans à trouver le bon produit, parce que typiquement sur la problématique de la mode grande taille, c'est pas si simple d'habiller une femme grande taille. Il y en a certaines qui veulent cacher leurs épaules, d'autres leurs genoux, d'autres qui mettent que du noir, d'autres qui veulent de la couleur. Et donc en fait, ça met 1 an, 2 ans, et puis on a des petits moyens, donc on fait des petits tests. Il y a un déclic, et le jour où on trouve ce déclic, c'est le fameux product market fit, quoi. Ça y est, on reviendra plus jamais en arrière. On peut pas se tromper 2 fois. En tout cas, on n'a pas ce luxe-là. Une fois qu'on l'a trouvé, il faut y aller. Et comment tu ressens ce produit market fit? Ça se fait du jour au lendemain? C'est une intuition que tu as à l'intérieur de toi? C'est des chiffres que tu observes? C'est uniquement... Alors, il y a toujours une part d'intuition. Et ça, dans le business, que tu fasses 1 million ou 15 millions, l'intuition, elle est, surtout du fondateur ou de la fondatrice, elle est primordiale. Il ne faut pas être têtu. Mais il faut avoir suffisamment confiance en ce qu'on imagine et ce qu'on a projeté de sa propre marque. Donc là, on fait des tests. Moi, je crois énormément à l'époque, on disait fake it until make it. Donc, il faut tester rapidement. Et l'avantage qu'ont les DNVB, et parce que j'ai travaillé dans des groupes un peu plus gros, c'est qu'ils sont capables de produire des tests en quelques jours. Alors qu'un gros groupe, il y faut beaucoup plus de temps. Et donc, le test met beaucoup plus de temps. Et donc, ce temps-là, c'est du temps que tu perds pour trouver le bon produit. Donc, il faut tester, mais il ne faut pas tester sur des semaines ou sur des mois. Il faut raisonner en journée, quoi. Il faut aller très, très, très vite. Ça, c'est le secret de la croissance, c'est la vitesse. À tous les niveaux, à tous les étages. Ok. Et du coup, comment tu testes? Est-ce que tu as des indicateurs en particulier? Par exemple, est-ce que tu as vu ton taux de conversion faire x2 et donc tu t'es dit, ok, c'est le signal qu'il faut accélérer? Ou c'est d'autres indicateurs qui t'ont donné le top départ, on va dire? Là, tu me ramènes au début d'Almé. Donc, à ce moment-là, je n'avais qu'un seul indicateur, c'était le chiffre d'affaires. Ouais. Donc, okay. Je ne regardais rien d'autre que le chiffre d'affaires. Donc, dès l'instant où mon chiffre d'affaires connaissait une croissance, les signes étaient là. Ça me suffisait, en fait. Je n'avais d'ailleurs, moi-même, à cette époque-là, en 2019-2018, pas vraiment connaissance des autres métriques. Tu m'aurais dit, au bout d'un an, même à 1 million d'euros, je n'étais pas persuadé de connaître mon taux de conversion, ou en tout cas d'y prêter beaucoup attention, quoi. Ouais. Par contre, je savais quelle robe fonctionnait, quelle couleur fonctionnait et quelle taille fonctionnait. Ouais. Parce que sur l'e-commerce, toi, tu viens pas de cet univers-là à la base. Enfin, et après, si je me remets en 2019, 2020, 2017, c'est aussi une période où on avait beaucoup moins de métriques, on utilisait beaucoup moins Shopify, etc. Donc, on avait moins cette vision-là. Moi, j'étais sur Magento. Ouais. J'ai 7 ans sur Magento. Meta était plus simple, était moins cher. Donc, à l'époque, le prêt-à-porter pouvait encore gagner des clients pour 20, 25 euros. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, on y allait franchement. Enfin, on y allait franchement quand on avait une raison de le faire. C'est l'idée, c'est pas. À aucun moment, je me suis jeté contre un mur, la tête devant. Ça a été. D'ailleurs, pendant les 2 premières années, j'avais peur de rajouter 10 euros de plus sur Meta parce que je sentais bien que j'avais pas trouvé encore la recette pour me faire décoller. Mais il y a vraiment une période avant d'avoir trouvé cette recette et une période
après avoir trouvé la recette. Ok. Et donc, une des choses qui a changé dans ton quotidien une fois que tu as trouvé la recette, c'est donc le budget que tu as mis au bout de tes campagnes? Ouais, tout ça s'est passé en une journée en réalité. Ça faisait 1 an que je mettais 10 000 euros de budget paid pour faire 40 000 euros de chiffre d'affaires, voire 1 an et demi. Et un jour, j'ai rencontré une boîte qui s'appelait Silver, qui vient de fermer d'ailleurs. Ouais. Qui à l'époque te mettait du crédit paid, mais avec une prise de décision chez eux en 24 heures. Donc en 24 heures, on nous a crédité de 40 ou 50 000 euros sur le compte Meta. Et je me suis retrouvé donc avec cette question, qu'est-ce que je fais de ces 50 000 euros? Soit je les étale et je continue à faire pendant 5 mois 10 000 euros de paye pour faire 40 000 euros de chiffre d'affaires, soit je fais all-in parce que j'avais déjà trouvé mon produit de market fit. Et on a fait all-in. Et donc, le jour où on a fait all-in, on a mis 50 000 euros sur ce fameux mois de mai 2021. Et on a fait directement 250 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois. Et là, on est passé d'une marque qui faisait 40 000 par mois pendant 1 an et demi, qui vivotait, qui n'arrivait pas à décoller, à 250 000. Et puis, moi, je me suis jamais arrêté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris ça, on a appelé des investisseurs, on a levé notre premier 1 million d'euros et on a continué à croître de cette manière-là. Alors ça amène d'autres problématiques, parce qu'une fois que tu fais 250 000 euros, tu as plus de SAV, tu as plus de logistique, il faut recruter, il faut plus de produits, il faut pas être en rupture de stock. Mais disons que moi, ma croissance, elle s'est déroulée au mois de mai 2021. Ouais, ok. Et de ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que ta croissance, c'était pas nécessairement un hack ou quelque chose que tu as trouvé d'un point de vue technique, c'était avant tout un état d'esprit. Le courage de dire ok, j'y vais all-in, j'investis tout d'un coup plutôt que de l'étaler sur 5 mois, et la volonté aussi d'aller justement mener les batailles que la croissance t'ont obligé de mener, à savoir recruter, être un temps dans des situations peut-être un petit peu plus chaotiques, parce que naturellement on est face à une organisation qu'on doit construire avec la croissance. Moi, j'avais qu'une formule en tête. Je me disais, si 10 femmes grande taille voient ma publicité, il y en a une qui achète, j'ai envie qu'il y en ait 100 qui la voient, j'ai envie qu'il y ait 1000 qui la voient, j'ai envie qu'il y en ait 100 000 qui la voient. Ouais. De ce point de vue-là, c'est pas du courage, puisque je l'ai conscientisé, je l'ai réfléchi, et c'était ma formule. Okay. La formule m'invitait, si tu veux, à contacter 100 millions de femmes. Si j'aurais pu, à ce moment-là, j'aurais mis beaucoup plus que 50 000 euros. La seule chose, là où je ne sais pas si on peut le qualifier de courage, mais la seule chose que je n'avais pas anticipée volontairement, c'est ce qui allait se passer après. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, attention, si on fait 200 ou 300 000 euros de chiffre d'affaires alors qu'on a l'habitude de faire 40 000, on va avoir des problématiques de SAV, on va avoir des problématiques de stock, de recrutement. Ça, j'avais suffisamment confiance en moi et en mon équipe, petite équipe à l'époque, 4-5 personnes, que pour me dire que ça va aller et que ça va le faire. Et donc, pour chacune des problématiques, ça a été la bagarre, et ça a été, c'est à ce moment-là que ça devient un jeu d'intelligence. Comment tu fais? Parce que, en gros, tu passes de 10 mails SAV par jour à 80. Et le week-end, ça veut dire que tu arrives le lundi et t'en as quasiment 200. T'as pas suffisamment de cartons pour emballer tes robes pour les envoyer. La logistique n'est pas prévue que tu vas subitement faire x5. Et ça, tu affrontes problème après problème. C'est une période qui est de turbulence. Ce sont des bons problèmes, mais c'est une période où il faut pas se louper. Voilà. Ouais. Et toi, là, maintenant que tu es passé de l'autre côté et que c'est toi qui coach, qui est le sparring partner d'autres e-commerçants, tu en vois qui pourraient avoir justement des blocages à accélérer, qui t'as pas nécessairement l'impression que c'était du courage de ta part. Peut-être que pour certains, ça peut leur demander justement beaucoup de courage de franchir le pas. Je sais, ouais, je sais pas si c'est. D'abord, à l'époque, je m'occupais pas non plus de la rentabilité. C'était pas mon obsession, c'était de devenir le leader du marché de la grande taille dans les 10 ans. Ouais. Donc en fait, c'était, imagine un train qui fonce, et tant qu'il n'y a pas d'obstacle qui le tue ou qui l'arrête, il continue sa route. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé parce que la rentabilité est devenue le sujet majeur des DNVB. Moi, j'ai vu beaucoup de fondateurs
se mettre en risque parce que dans le prévisionnel, ils avaient prévu 20% de plus sur ce mois-ci, ils ont fait 20% de moins et ils n'ont pas la trésor, ils n'ont pas le cash. Donc je comprends que ça fasse réfléchir. Beaucoup de fondateurs sont aussi un peu perdus parce qu'il faut savoir quoi regarder, il faut être synthétique dans sa tête. Tu vois ma petite formule en disant si toutes les 10 femmes grande taille qui voient ma pub, il y en a une qui achète, il faut qu'il y en ait 1 million qui la voit. Bon, c'est pas si simple de raisonner comme ça. Ça paraît simple, mais je veux dire, il faut encore se l'autoriser. Il faut aussi résumer un petit peu toute sa marque en une phrase. Et il y a plein de profils, en fait, de fondateurs. Il y a des gens qui sont pépères à 3-4 millions, qui sont bien, qui sont rentables, qui n'ont pas forcément envie de conquérir le monde. Et c'est très bien aussi, hein. Il n'y a pas de... Ouais. En fait, il faut t'imaginer, c'est comme un virage. Si tu prends un virage à 250 à l'heure, il faut faire attention parce que la moindre erreur te coûte cher. Alors que si tu prends ce virage à 30 à l'heure, t'as plus de temps pour réajuster ton volant, quoi. Ouais. Et toi, du coup, ton parti pris, c'est que ce que tu peux faire, enfin, une croissance qu'on ferait en 5 ans, autant la faire en 1 an, parce que c'est les mêmes problèmes auxquels on va être confronté, mais juste dans un temps beaucoup plus court, quoi. Disons qu'il y a une certitude, c'est que quand tu vas devenir très 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 visible, et si tu deviens très visible grâce au paid, tu vas dégrader ta rentabilité, quoi qu'il arrive. Et évidemment, je suis d'avis à découvrir cette dégradation de la rentabilité au bout de 6 mois plutôt qu'au bout de 6 ans. Parce que si tu fais 1 million, 1,2 million, 1,4 million, 1,8 million, 1,9 million, 1,10 million sur 6-7 ans, et puis tu te dis, je pense qu'il y a quelque chose à faire, je vais accélérer, et à ce moment-là, tu découvres que ton business ne tient pas parce que ton marché n'est pas si gros, en tout cas qu'il ne peut pas dépasser les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu te retrouves dans une situation où tu touches ton plafond de verre, sauf qu'au lieu de le toucher en 6 mois, tu l'as touché en 6 ans. Et qu'est-ce que tu fais après ? Tu t'es projeté un scénario sur ta boîte, sur 10 millions que tu allais faire, que ton modèle allait tenir, qu'il allait être rentable. Tu te retrouves 6 ans après, tu touches le plafond de verre et quelque part, c'est compliqué de revenir en arrière. Alors que si tu prétends pouvoir faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, fais comme si tu allais les faire au bout de 6 mois. Je dis pas que ça va marcher, je dis pas que c'est faisable, je dis pas qu'il va pas y avoir d'ajustement, mais lance ta voiture à fond rapidement, comme ça au moins tu sais si elle tient, quoi, parce que le temps c'est précieux, quoi. On n'a pas 10 chances de refaire 5 fois une boîte, quoi, tu vois. Exactement. Top. Je pense qu'on a eu déjà une bonne première partie de discussion sur la partie état d'esprit et comment aborder le sujet de la croissance. Toi, quand tu commences à accompagner une marque, c'est quoi tes premiers chantiers, tes premiers sujets de discussion que tu vas avoir avec le fondateur ou le directeur e-commerce ? La première chose, c'est que je demande qu'est-ce qu'on attend de moi. Ouais. Parce que je peux toucher la verticale service client, la verticale boss, la verticale logistique, PNL. Généralement, cette année, la majorité de mes clients m'ont demandé de les aider sur la croissance. Ils voulaient grandir. Donc, la première chose que je fais, c'est que je regarde s'il y a un tableau de bord. Et pas un tableau de bord que personne ne comprend, avec des chiffres plus ou moins vrais, des ROS hors retour, ou TTC, ou hors taxe, où il manque la moitié de l'information, et que quand tu creuses. Donc la première chose maintenant que je fais, c'est que j'installe un tableau de bord. Et soit le tableau de bord me convient, soit j'en crée un. À partir, c'est pas très compliqué, hein. À partir de Shopify, de GA4, des comptes Meta, TikTok, Google, j'arrive à avoir, j'ai sur mon tableau de bord, j'arrive à rapidement, en un coup d'œil, à regarder où se trouve la boîte, et surtout dans le temps. Parce que dire j'ai un CAC à 40 €, c'est très bien. Si tu peux pas dire s'il est mieux ou moins bien qu'il y a un mois, ça n'a aucun intérêt. En soi, un CAC à 40 € ou à 60 € n'a pas d'intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est de voir comment tes métriques bougent dans le temps et pourquoi ils bougent dans le temps. Est-ce que c'est parce que tu acquiers du trafic de manière massive et donc moins qualifiée, donc il y a tout qui bouge? Est-ce que c'est parce que tu as des ruptures de stock? Voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir une cartographie. Et si je n'ai pas de cartographie, je peux même pas commencer, en fait. D'accord. Donc la première chose, c'est de créer un tableau de bord. Comment tu fais ce tableau de bord ? Tu utilises des outils qui te permettent d'aller récupérer la data de Shopify, des Ads Managers, et c'est automatisé ? Il n'y a rien qui est automatisé. C'est un Google Sheet où je viens extraire les données dont j'ai besoin. Alors, il y a une partie formule. Et puis, ce que je fais, c'est tous les matins, je le remplis à la main.
Ok. Ça dure 5 minutes, puisque il y a 5 colonnes à remplir. Tout le reste sont des formules. Mais j'adore être au contact du chiffre d'affaires. Je trouve que le fait de le faire tous les matins manuellement, alors que ça ne met que 5 minutes, t'es au contact de tes métriques. Tu repères à la seconde le début d'incendie s'il y en a un. Et quand t'es un peu loin de tes métriques, tu peux laisser passer parfois une semaine, 2 semaines, un mois. Et quand ta trésor est tendue, à un moment, ça peut coûter très cher. Je veux dire, si tu mets 30-40 000 euros de ads en espérant faire 100 000 euros de chiffre d'affaires et en fait, t'en as fait 60 et que tu l'as vu 2-3 semaines trop tard, ça peut créer de gros problèmes. Et si tu fais ça 3 mois, t'as perdu 90 000 euros, tu vois. Ouais, effectivement. Et je vois ce que tu veux dire avec le côté de pas l'automatiser, ça te permet d'aller chercher le chiffre toi-même, de le taper et donc d'en prendre doublement conscience. Si c'est automatisé, tu gagnes du temps, mais effectivement, ça reste un chiffre qui est mis à jour et que t'as pas rentré toi-même. Je vois ce que tu veux dire avec le fait d'être en contact. C'est un jeu d'échecs, en fait. Donc, en fait, tu as plein de stratégies possibles que tu peux réévaluer tous les mois, mais encore faut-il avoir son jeu de manière très, très régulière, quoi, parce que il se passe plein de choses dans une DNVB, dans une marque, et parfois plein d'imprévus. Donc, surtout dans le prêt-à-porter, le prêt-à-porter, alors qu'il a toutes les difficultés du monde, il a aussi la grande difficulté d'avoir un produit qui se renouvelle pratiquement tous les mois et qui se démode en 30 jours. Donc, on n'est pas à vendre un complément alimentaire que tu vas vendre pendant 1 an ou 2. Une robe en léopard pour le mois d'avril, si tu l'as pas vendue en avril, elle vaut plus rien en mai. Et si tu l'as pas reçue de ton fournisseur le 1er avril, ça sert même à rien qu'il te l'envoie. Donc ça, ce sont des problématiques qui fait que... Et si tu la mets en avril, que tu as le stock, que tout va bien, mais qu'elle plaît pas à la cliente, tu as tout perdu aussi. Donc c'est pour ça que particulièrement dans le prêt-à-porter, il faut avoir le doigt sur la couture, quoi. Ouais. Et les indicateurs que tu mets dans ce tableau, tu parlais tout à l'heure du cost. Est-ce que c'est le cost qui est vraiment ta North Star que tu suis de près, ou est-ce que tu en as d'autres qui sont plus importants pour toi? Pour moi, le cost hors taxe net de retour, c'est le métrique majeur. D'abord par traumatisme, parce que moi, j'ai passé 7 ans à courir derrière la rentabilité. Ouais. Mais je crois que le cost, encore une fois, je parle des DNVB qui comptent sur le paid pour grandir. Parce qu'on n'a pas parlé de SEO, on n'a pas parlé d'agence de presse. Moi, donc si on part du principe que la DNVB mise sur le paid pour se rendre visible, le cost hors taxe net de retour reste le KPI majeur. Ouais. Ok. Et est-ce que tu calcules aussi ce cost sur uniquement des premières commandes pour vérifier si ton investissement média fait vraiment de l'acquisition? J'ai un CAC nouvelle cliente qui est à peu près le même type de KPIs. Ouais, effectivement. Que je regarde aussi. Mais si tu veux, si je devais contrôler où mes yeux se dirigent sur mon fameux rapport tous les matins, en premier, ça restera le cost de la veille. J'ai besoin de savoir, hier j'ai mis tant et j'ai fait tant, et qu'on est dans les clous surtout. D'ailleurs, sur mon tableau, selon les marques, la marque va me dire, moi je peux pas dépasser 15%, 20%, 25%. C'est ni à côté, ça clignote quand ça dépasse, quoi. Ok. Il faut savoir que nos fondateurs sachent qu'à partir d'un certain moment, ils commencent à faire de l'acquisition non rentable. Autant le savoir, autant que ça clignote. Et ça, est-ce que justement, on parlait tout à l'heure des avantages du prêt-à-porter, mais ça peut aussi avoir un avantage, c'est que on sait qu'en prêt-à-porter, une fois que l'affinité avec la marque est là, notamment prêt-à-porter certainement avec Almé, le prêt-à-porter féminin, mais aussi masculin, quand on a trouvé une pièce qui nous plaît, un style qui nous plaît, on peut être amené à acheter des pièces plusieurs fois dans la même année et sur plusieurs années. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, une marque de prêt-à-porter, elle doit forcément accepter de potentiellement pas être rentable sur la première commande pour pouvoir l'être sur les suivantes? Non, moi, je les recommanderais aujourd'hui d'être rentable sur la première commande. Parce que ce que tu dis là sur la cliente qui revient parce qu'elle a adoré sa première pièce, alors généralement, il y a quand même beaucoup de clientes chez qui ça ne fit pas. Parce que sinon, il n'y aurait pas 30-40% de taux de retour. Donc le retour, il vient quand même du fait que ça ne fit pas tout le temps. Et quand bien même ça fit, sur les 60% chez qui ça fit dès le premier coup, beaucoup de chiffres sont sortis là-dessus. Les clientes sont terriblement infidèles.
Des marques naissent tous les jours. Le vestiaire d'une nana aujourd'hui est assez complet en termes de marques. Il peut y en avoir beaucoup. Donc non, il n'y a aucune garantie que contrairement aux hommes d'ailleurs, mais aucune garantie que parce que ta cliente a découvert en janvier ta marque, elle va revenir 4 fois sur l'année. C'est même le contraire ce qu'on voit. On voit que généralement dans le prêt-à-porter français, 80% des premiers achats ne sont plus là au bout de 12 mois. Ok. Donc il y a quand même un taux de perte qui est énorme. Ok, très bien. Et pour revenir sur la logique de COS, donc toi tu vois ton COS, comment tu juges le matin s'il est bon ou mauvais? Est-ce que tu as des certains paliers où tu dis ok, là on est dans le vert, là on est dans un orange, et là on est dans un orange qui devient de plus en plus rouge, voire qui est rouge? Est-ce que tu as des paliers comme ça que tu te définis? J'ai des paliers, mais j'essaie d'anticiper. Si on est en période de croisière et qu'il n'y a pas une demande de la marque ou une stratégie d'aller faire fois... Parce que moi, je te parle ici de marques sur lesquelles j'arrive et on se dit on va faire x4 dès demain matin sur le budget méta. Enfin, dès demain matin. Une fois qu'on a constaté que les signaux sont ouverts. Forcément, quand une marque met 20 000 euros par mois et qu'elle s'apprête à mettre 80 000 sur le mois d'après, moi, je ne suis pas devin. Je ne sais pas quel va être l'impact de la dégradation du COS. Donc, je mets quand même des garde-fous. Je vais même jamais jusqu'au bout du mois si je vois que ça ne fonctionne pas. Et évidemment, si tu es dans une marque qui a beaucoup de trésor, qui est capable de supporter un COS qui s'est dégradé, on peut aller jusqu'au bout du mois. Mais quand tu es dans une marque qui fait 1, 2, 3 millions, qui est à peine rentable, qui veut accélérer sur le paid, elle va mettre 80 000 ou 100 000 alors qu'elle mettait 20 ou 30. Si au bout de 10 jours, ton COS ça fait x2, il y a une première alerte, quoi, et on peut s'arrêter là aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que bien malin celui qui pourrait le dire avant à quel point va se dégrader ce COS. Parce que on peut faire moi j'ai fait tous les scénarios du monde chez Almé sur mes KPIs qui allaient bouger selon les différents scénarios. Ça marche jamais. La seule chose qui fonctionne, c'est la réalité à laquelle tu te confrontes. Donc, si tu veux voir ce que ton COS va devenir une fois que tu auras fait x2, x3, ben fais-le. Ouais. Tu vois? Fais-le. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, parce qu'il y a tellement de variables à prendre en compte, ne serait-ce que sur les ads managers. Si tu investis sur Meta avec 20 000 euros, tu vas peut-être couvrir ton bas de funnel à 80%, et donc tu vas être très content des performances. Mais dès que tu vas mettre 60, 70 000 euros, tu vas l'avoir couvert à 300%. Et donc, si tu t'es pas adapté à côté et que tu n'as pas adapté aussi ta vision d'analyser ta perf, tu peux être déçu de la performance ou en tout cas pas la suivre correctement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. Donc, on a vu que la première chose que tu mettais en place chez les e-commerçants que tu peux accompagner, c'est d'avoir un tableau de bord qui te permet de suivre chaque jour le COS, le CAC, que tu peux mettre à jour en 5 minutes tous les jours. Une fois que tu as ce tableau de bord, que tu sais pourquoi tu accompagnes cette marque, c'est quoi les chantiers sur lesquels tu peux intervenir le plus souvent? Il y a un chantier qui est assez intéressant, qui est celui du CRM, parce que ce que je fais aussi, ce que j'ai fait pour pas mal de marques, c'est un questionnaire client. Alors tu vas me dire, t'as rien inventé, tout le monde fait des questionnaires clients. Sauf que, généralement, dans les questionnaires clients, on voit des personas, femmes, CSP+, 30, 45 ans. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup, ces personas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les personas sont... correspondent à des LTV, des paniers moyens, des taux de retour, des fréquences de contact au SAV. C'est-à-dire, persona 1, qu'est-ce qu'il représente dans ton chiffre d'affaires? Que représente ce persona dans ton chiffre d'affaires dans cette LTV? Qu'est-ce qui est son frein? Qu'est-ce qui est son déclencheur? Généralement, à l'issue de ce questionnaire, donc je fais un questionnaire, j'ai 1000, 2000, 3000, 4000 réponses, j'extrais les réponses, j'extrais les commandes Shopify, je viens coupler les deux pour savoir quel persona se comporte comment en tant qu'acheteur. Et à ce moment-là, tu peux dire, ton persona 1, peut-être qu'il représente beaucoup dans ton chiffre d'affaires, mais il a une LTV qui est très petite. Il fait beaucoup de retours, il contacte beaucoup le service client. Et finalement,
c'est peut-être pas lui que tu as envie d'avoir. Et il est peut-être très promophile, alors que ton persona 2, qui représente aujourd'hui peut-être 20% de ton chiffre d'affaires, peut-être qu'il a des paniers moyens énormes, peut-être qu'il a une LTV énorme, peut-être qu'il contacte peu son service client, peut-être... Et donc, l'idée, c'est réorienter le contenu sur ton persona 2, alors qu'intuitivement, ton persona 1 te rapporte plus de chiffre d'affaires. Donc, tu te dis, c'est eux qu'il faut aller chercher. Mais si ton persona 1 n'achète que quand tu fais 30% de promo et qu'en plus tu n'arrives pas à faire des bénéfices, ben peut-être qu'il faut arrêter d'aller chercher le persona 1 et commencer à aller chercher le persona 2. Donc pour chaque persona, il y a des déclencheurs et des freins. Et c'est marrant parce que dans le prêt-à-porter, c'est pas du tout le même déclencheur parmi les personas. Il y a des déclencheurs qui vont être la promo, le prix. Tu as des déclencheurs qui vont être l'histoire de la marque et le savoir-faire. Il y a des déclencheurs qui vont être la contrainte, par exemple. Si demain tu vas au tennis, tu vas acheter des vêtements de tennis, c'est une contrainte, t'as pas le choix. Tu vois. Et donc, tu as des déclencheurs et des freins. Et ensuite, une fois que tu as ça, c'est en fonction de ça que tu vas produire ton contenu. Puisque tu sais que ton persona 2 veut voir ça, et c'est ça qui le déclenche, et bien tes prochains contenus, si c'est le savoir-faire qui le fait déclencher, et bien tes prochains contenus devront parler de savoir-faire. Parce que c'est le persona 2 que tu dois aller chercher, pas le persona 1 qui n'achète que parce que y a marqué dernière pièce en stock, parce que y a une promo sur les jeans à moins 30%. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour certaines marques et on apprend des choses hyper intéressantes. Ok, super, super intéressant. Tu as commencé à parler de créa. Je me réserve quelques questions pour après sur cette partie-là parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire. Ça m'intéresse de diguer un peu cette partie persona pour bien comprendre. Toi, tu as des exemples justement sur des marques de prêt-à-porter où effectivement on peut voir le persona, la femme de 25 à 35 ans, enfin celui qui est assez large comme tu l'expliques, mais des exemples très concrets de deux personas qui sont distincts, qui peuvent se comporter différemment face à une marque de prêt-à-porter. Oui, mais les personas du prêt-à-porter sont déjà préétablis. Tu découvres rarement un nouveau persona dans le prêt-à-porter français. Mais si tu prends les personas les plus importants, tu vas avoir le persona numéro 1 qui va être qui adore la mode, mais qui a besoin énormément de nouveautés, qui achète de la mode comme on joue au casino. C'est pour ça que sur certains sites, tu vois dernière pièce avant rupture, uniquement pour vous, ne tardez pas, parce qu'elle a besoin, c'est une forme d'excitation, c'est un élément déclencheur chez elle. Elle a besoin d'avoir beaucoup de nouveautés. Ça veut dire qu'elle se lasse très vite. C'est-à-dire que si tous les samedis ou dimanches, tu n'as pas un drop, une pièce qui a 2 semaines est déjà une vieille pièce, ou une pièce qui a 3 semaines est déjà une vieille pièce. Donc ça, c'est un persona qui est très intéressant, que je crois qu'il est majoritaire dans le prêt-à-porter français, mais qui pose beaucoup de problèmes parce que c'est une acheteuse compulsive avec des comportements compulsifs et aussi qui est à la recherche de la bonne affaire, du bon prix. Qui est très infidèle aussi. Donc en fait, elle achète beaucoup, mais pas tout le temps dans ta marque. Elle a un petit panier moyen. Elle n'est pas très intéressante sur le long terme. Ouais. Mais par contre, tu vas te faire ta magnifique première journée du Black Friday. Alors que ta cliente numéro 2, ton persona numéro 2, elle est plus attentive aux matières. Elle aime le discours de la fondatrice ou du fondateur de la marque. Elle aime être intégrée dans une histoire plus globale. L'écologie l'intéresse un peu plus. Ça, donc son panier est plus gros, sa LTV, elle est plus fidèle. Voilà, ça sont deux personas et donc elles n'ont pas les mêmes déclencheurs, je me répète, et pas les mêmes freins. Et après, en fonction de tes créas, tu choisis à qui tu veux t'adresser. En réalité, si tu t'adresses pas de la même manière, tu vas pas avoir la même cliente. Ouais. Non, c'est très intéressant de pouvoir effectivement mettre des... Et c'est valable pas que dans le prêt-à-porter. Moi, j'ai fait ça pour d'autres secteurs. Ce serait trop long. T'as d'autres exemples justement comme ça pour venir appuyer ces exemples-là? Parce que je trouve que c'est super intéressant de savoir faire les distinctions. J'en ai pas, mais on peut s'imaginer que dans le vin, tu puisses avoir l'amateur du dimanche, le super connaisseur, tu vois, et en fonction de qui tu t'adresses, mais ta créa va pas... Si tu parles à quelqu'un qui ne boit que des grands vins et des grands crus, et que tu t'imagines faire une créa pour lui,
elle sera probablement pas la même que le citadin qui aime s'ouvrir une bonne bouteille à 25-30 euros une fois par semaine, ou tu vois, et qui veut goûter des produits un peu plus petits, un peu plus niche, un peu plus du terroir. Si tu devais imaginer créa pour ces deux personnes-là, si tu réfléchis à ça, elle serait absolument pas la même. Donc c'est valable dans tous les secteurs, dans tous les domaines et pour toutes les marques en réalité. Ouais. Mais c'est bien de le dire parce que je trouve que quand on l'explique comme ça, ça semble être logique, mais parfois ça l'est pas et c'est pas si intuitif que ça. Et pourtant, ça peut faire toute la différence. Et ben c'est pour ça que coupler les personas avec des comportements d'achat permet au fondateur ou à la fondatrice de comprendre et de le voir réellement. Parce que moi, c'est pas moi qui fait les commandes. Je me base sur des commandes réelles. Donc en fait, le persona 1 qui a une TV à 300 euros alors que le persona 2 a une LTV à 450, eh ben peut-être que le persona 2, la personne à qui tu t'adresses va le regarder d'un peu plus près. Parce qu'il l'a vu, il le voit de ses propres yeux que c'est plus intéressant d'aller lui parler à lui ou à elle. Très bien. Et comment tu mènes ces études? Tu mets un questionnaire post-achat, t'envoies un email à la base de données clients? C'est un questionnaire que je fais généralement sur Typeform. Ouais. Pas très long, une quinzaine de questions. Il faut à minimum 300 réponses pour que ce soit statistiquement viable. Ensuite, j'extrais les commandes Shopify. Et puis c'est du croisé numérique, quoi. On vient prendre. C'est le mail qui sert de base entre la commande et la question, quoi, et la réponse. Ok, très bien. Et après, tu croises. J'imagine que à l'heure actuelle, tu dois utiliser pas mal des outils d'IA, etc., pour sortir des conclusions. Ouais, bien que, alors un peu, mais le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de données. Ouais. Et que c'est pas si simple de contrôler. Alors il faut mettre un garde-fou parce qu'une fois que tu lances 30 000 commandes sur ChatGPT, va vérifier. Voilà. Donc, je prends des échantillons d'abord, des contrôles de cohérence quand même. Voilà. À minimum. Top. Tu as commencé à parler d'un sujet tout à l'heure qui m'intéresse beaucoup, c'est la créa. Je pense que j'ai fait on fait régulièrement des recos créa, etc. Et de manière assez récurrente, on va ouvrir la bibliothèque publicitaire d'Almé parce qu'on y trouve toujours des concepts assez intéressants. Surtout sur la verticale. Je pourrais pas t'en parler maintenant parce que j'y suis plus depuis un an. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un peu plus d'un an, j'avais aussi fait une vidéo où je décryptais les ads library de quelques marques françaises et j'avais pris le temps d'aller voir celle d'Almé parce que je trouve qu'en tout cas, sur la verticale prêt-à-porter, il y a beaucoup de diversité de contenu. On a du contenu qui peut être qui sort un peu des clous et des contenus habituels qu'on va retrouver chez beaucoup de marques de prêt-à-porter. Vous, justement, à quel point c'était un sujet important chez Almé et à quel point tu conseilles aussi, toi, tes clients d'y accorder du temps et de l'énergie? La créa, c'est sans la créa, ta marque n'existe pas. Mais ça, c'est pour bonne fois. Je n'invente rien. C'est-à-dire que le problème, c'est que ta marque et ton produit peuvent être super. Si derrière ta créa ne raconte pas tout ça, c'est comme si tu t'arrêtais à 3 mètres du buffet, quoi. C'est quand même le plus important. Moi, je vois beaucoup de marques parler. Ils font de team building. On va parler de la marque et tout ça. Et quand tu vois les créas, elles sont pas à la hauteur de ce qui se dit finalement dans les réunions internes d'une entreprise, quoi. Et c'est dommage. Donc la créa, c'est pas simple. Aujourd'hui, je connais personne qui a réussi à industrialiser. Alors il y a des solutions. Alors, je parle pas d'IA, parce qu'encore une fois, la créa avec l'IA, c'est quand même une nouvelle donne. Faut voir ce que ça va donner dans quelques temps. Aujourd'hui, je vois très peu de DLVB confier 100% de leur créa à de l'IA, même dans le prêt-à-porter, et surtout dans le prêt-à-porter où il y a la problématique du mannequin qui transmet quand même une émotion. Globalement, j'ai l'impression que l'exécution des créas est plus compliquée que la partie créative de la créa. C'est-à-dire tout le monde imagine les créas, mais les transformer en modèle industriel avec caméraman, montage, retouche, musique, typo, colorimétrie, cadencement, calendrier commercial, ça c'est quand même la partie très compliquée. Ça reste un métier de logistique en fait, la production. Ça reste de la production. Donc se réunir avec avec des idées, des dessins, c'est une chose. C'est très bien, mais si tu n'arrives pas à faire que ça
t'amènes une trentaine, quarantaine de créas par mois ou une cinquantaine, voire une centaine aujourd'hui, ben t'as rien fait en fait. Donc il faut régler le problème de la production rapidement. Voilà, ça je vais vous dire. Ok, très bien. Chez Almé, c'était quelque chose que vous faisiez avec des prestataires, vous l'aviez internalisé? On l'a internalisé sur la fin, parce que chez Almé, on avait deux façons de penser. On avait un côté très mode, parce qu'on voulait être une marque de mode, et un côté presque média, où on abordait les sujets, des questions comme la confiance en soi, le rapport au corps. Donc, c'est pas exactement la même manière de penser son contenu. Il y a une partie qui doit faire rêver et désirer, et une autre qui doit émouvoir et parler et être sincère, et voilà. Donc, d'un côté, on avait tout ce que le prêt-à-porter a, c'est-à-dire photographe de mode, assistant retouche, maquillage, et ça, on l'internalisait pas, parce que mine de rien, ce sont des journées qui coûtent très cher, parfois on se déplace, on va à l'étranger. Et puis, on avait ce côté média sur lequel on a fini par internaliser parce que ça devenait récurrent, et c'est surtout ce qu'un de nos personas avait envie de voir. Et donc, tu vois, là, je te fais le lien avec le persona. Si ton persona a la grosse LTV et au gros panier moyen a envie de voir des histoires sur ton rapport avec au corps, du coup, tu produis plus de contenu de ce type-là. Ouais. Et... Vas-y, je t'en prie. Non, je pense qu'il faut une équipe de prod. Je veux dire, tu vois, on parlait de courage tout à l'heure. Aujourd'hui, alors, encore une fois, selon si tu fais 500 000 euros de chiffre d'affaires ou 20 millions, t'es pas exactement dans la même situation. Bien sûr. Mais disons qu'une marque qui tient la route, qui fait 2, 3, 4, 5 millions rentables, aujourd'hui, elle doit avoir une prod en interne. Je veux dire, encore une fois, hors IA, parce qu'on verra ce que ça donne. Je sais pas, mais une prod en interne, ça peut être 2 personnes. Mais ça peut être un réalisateur-monteur, ça peut être... Mais il faut être capable de produire de manière industrielle sans se poser toute la journée la question de « Ah zut, il faut appeler telle agence pour nous envoyer le vidéaste. Ah oui, mais le montage, il n'est pas dispo lundi, donc il va nous faire jeudi prochain. » Non. Un montage, tu dois filmer le lundi matin et ça doit être quasiment monté le lundi soir. Voilà, c'est à ça que ça doit ressembler si tu veux vraiment être sérieux. Et surtout qu'il y a un truc que je remarque énormément aussi, c'est que il y a des boîtes qui sont capables de mettre facilement 50, 60 000 euros dans du ads par mois et qui vont chipoter pour 500 ou 600 euros pour avoir des créas de qualité, quoi. Ouais. Et ça, alors c'est pas logique. Finalement, faut le voir comme un budget global. Ah, mais moi, je dis même aux fondateurs, mais amputez votre budget méta et allez le mettre sur du ads. Si tu allais mettre 50 000 et que ta journée de shooting coûte 2-3 000, mais mets 47 sur méta et prends tes 3 000, il va faire du super contenu. Ouais. Bien sûr. Et on s'en retrouve derrière avec de meilleurs CPC. Il suffit justement sur ces montants-là qu'on ait 2 centimes en moins de CPC et c'est $1. Non, mais c'est dingue. Oui, mais encore une fois, pour avoir fait des années de shooting, c'est la production, ça épuise les équipes. C'est quelque chose de très dur. Ça se prépare 2 semaines en amont. Le jour J, il y a que des merdes. Donc, il faut trouver un moyen malin qui correspond à ta boîte, au nombre de personnes qui sont dans ta boîte, à ton budget. Peu importe tes contraintes, tu dois pouvoir le faire de manière industrielle. Voilà. Peu importe ce qui t'arrive. Et de manière industrielle, parce que ça te permet, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir une idée à la pause déj, de la tourner l'après-midi et de potentiellement la sortir pour le goûter, quoi. Encore une fois, si t'es une marque, si t'es LVMH, ça se passera pas comme ça de toute manière. Mais pour des DNVB qui ont un super produit, ça peut se passer comme ça. Moi, chez Almé, la vidéo la plus vue a été pensée à 10h et mise en ligne à 14h, ouais. Ouais. Et du coup, comment vous attaquiez le sujet? Comment vous arriviez à vous dire, OK, c'est ce contenu-là, c'est ces contenus-là qu'on doit aller produire? Est-ce que vous aviez une idée, vous l'exécutez, vous la testez, ou est-ce que c'était, OK, on a besoin de statiques qui vont faire la comparaison, on a besoin du GC, de Founder Generated Content? Est-ce que c'était plutôt fait à l'intuition ou de manière méthodique? Mais on peut pas faire de quelqu'un pas créatif quelqu'un de créatif. Donc il y a des créatifs dans une marque et c'est à eux de penser la publicité et l'émotion que va véhiculer le ad. Par contre, pour moi, un des nouveaux métiers du média buyer, enfin quand je dis nouveau,
la tâche principale du média buyer, pour moi, c'est de venir chez le créatif, et surtout lui donner quelques indications si son intuition première était bonne ou pas. Lui, il a des chiffres. Lui, on lui demande pas d'être créatif. Moi, je vois beaucoup de boîtes qui, pour faire des économies d'échelle, demandent aux média buyers de penser les pubs. Alors ça peut, hein, je dis pas, tu peux être média buyer et être un artiste et c'est super. Mais globalement, je pense que le média buyer est meilleur dans le rôle d'indiquer à la marque ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et de manière plutôt claire, il faut le faire, parce que c'est vrai que des fois, on reçoit des... Là, je te parle vraiment du merdier d'une boîte, hein. C'est pas très sexy comme truc, mais j'ai vu beaucoup de DA ne même pas lire ce que le média buyer lui envoyait, parce que le média buyer ne faisait pas l'effort de faire un document sympa et facile à lire et compréhensible pour la DA. Parce que la DA, elle a aussi ses caractéristiques, son humeur, tu vois, ça, c'est... Donc c'est un duo magnifique qui doit se créer et qui se crée assez difficilement. Mais disons que le créatif imagine l'émotion que va véhiculer la créa et le média buyer vient lui dire si le public est d'accord ou pas d'accord, si ça a marché ou pas marché. Si tu arrives à avoir cette symbiose-là, généralement tu peux faire très mal hein, sur le marché, tu peux aller très vite, très fort. Ouais, et j'aime beaucoup cette métaphore et j'aime beaucoup aussi cette frontière qui est, quoi qu'il arrive, floue et pas si directe que ça du rôle du média buyer dans la créa. Parce qu'effectivement, c'est pas à lui de l'imaginer à 100%, c'est pas non plus évidemment à lui de la créer, cette créa. Par contre, c'est sa responsabilité de transmettre ses intuitions et ses besoins et ce qui ressent être les bons choix à mettre au bout de ses campagnes et de ses budgets. Tu parles du média buyer, là ? Ouais. Moi, je lui enlèverais même la responsabilité de l'intuition. Parce que si tu imagines un scénario, il faut imaginer, on prend une marque de prêt-à-porter. Il y a la fondatrice ou fondateur, et il a recruté une DA. Ces deux personnes se parlent tout le temps, presque de manière philosophique, sur la marque, sur ce qu'on doit ressentir. Bon, tu recrutes un média buyer, quelle est la probabilité dans les 3 semaines, 3 mois qu'il ait la même finesse sur la connaissance de la marque et sur ce qu'il faut dire. C'est pour ça que lui adosser ce rôle-là, c'est pas un cadeau, en fait. C'est ça que je veux dire. Bien sûr qu'il a le droit d'avoir des idées. Tout le monde a le droit d'avoir des idées. Bien sûr. Mais dans les faits, le média buyer est rarement le meilleur là-dedans. Ouais. Surtout sur du prêt-à-porter où il y a une dimension de glamour, il y a une dimension de magie qui doit apparaître, il y a une dimension de rêve. Une marque de prêt-à-porter, ça doit quand même faire rêver. Hein, Bon. Et ma frontière était plus limitée au fait que il sent que quand il pousse telle publicité, voilà, il bien voit sûr, qu'il y a un CTR, il y a de l'attraction et du coup de pouvoir transmettre justement rapidement ce regard-là, dire ouais. Ça, c'est quelque chose qui prend, qui intéresse. C'est sûr qu'avec le temps, un média buyer qui fait pas de turnover et qui reste avec une marque pendant 1 an, eh bien, comme tu dis, il va sentir ce qui avait fonctionné. Il va corréler dans sa tête la super journée de chiffre d'affaires avec le buzz que vous avez fait avec telle ou telle influenceuse ou telle vidéo. Et oui, bien sûr qu'il a, c'est pas un robot, mais. Ouais. Top. Et justement, tu parles du média buyer, des agences aussi. Selon toi, quand tu bosses avec des agences, c'est quoi leur rôle ? Qu'est-ce que tu attends d'elles ? Moi, j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros par mois chez Amé sans aucune agence. J'ai jamais eu d'agence. Ok. Donc, pardon, j'ai oublié ta question. Ta question, c'est quand tu bosses avec des agences, tu as un client qui a une agence et toi, donc tu viens entre les deux. C'est quoi tes attentes vis-à-vis justement de ces agences, pardon ? Quel rôle tu leur attribues ? Tu veux dire les agences de paid ? Ouais. Déjà d'être au clair sur le fameux tableau de bord, parce qu'il y a beaucoup d'agences qui vont dire ah super, on a un ROAS de 3, bravo, on a super. Et en fait, tu sais pas d'où il sort ce chiffre. Et moi, je rencontre beaucoup plus ça que des gens, que des agences qui sont très, très, très méticuleux sur les chiffres qu'ils avancent. Je dis pas qu'il y a des bons ou des mauvais chiffres, je dis juste qu'il faut au moins s'accorder qu'on parle tous de la même chose. Et ça, c'est très important. Il n'y a rien de pire pour moi que d'avoir une agence qui va nous parler de rose, de
de paniers moyens qui seront tirés de quelque chose qui est flou et qui, après vérification, n'est pas vrai. Parce que du coup, tu perds une partie de la confiance. Tu dis, en fait, je sais même pas s'il faut féliciter ou pas féliciter puisque la source des données n'est pas bonne et je ne fais pas confiance. Donc ça, la première chose, c'est que l'agence doit s'assurer de parler des mêmes chiffres et des mêmes sources de données que la personne avec qui il est en contact à l'intérieur de la boîte. Et ensuite, c'est d'aiguiller. C'est l'aiguilleur du ciel, quoi. C'est l'aiguilleur de la créa. Il doit faire que la vie est plus facile pour la boîte. La boîte, le créatif, il sait pas vraiment ce qui a fonctionné. D'ailleurs, ça l'intéresse pas beaucoup. Les vrais DA sont des artistes au sens propre du terme. C'est-à-dire, ils ont sorti leur idée, ils vont pas aller vraiment... D'ailleurs, certains DA savent même pas quel chiffre d'affaires tu génères la marque sur le mois. Eux, leur truc, c'est d'inventer, c'est de créer. Donc, le média buyer doit prendre le rôle d'être en contact permanent avec la personne qui imagine les créas et lui faciliter la vie, lui faciliter les décisions, l'orienter, lui mettre un cadre. Voilà, si tu dis... quand la fondatrice ou le fondateur parle, ça cartonne ou ça marche pas du tout. Donc, pense pas trop à ça en ce moment parce qu'on a eu des très mauvais résultats. Au contraire, quand tu donnes la parole à une cliente qui s'habille ou qui essaye ton produit, on a vu que c'était génial. Donc, essaye de t'orienter là-dessus. Et la DA, elle n'est pas admise ses propres intérêts. Si tu arrives à lui donner un contour, un cadre, elle va se mettre dedans et elle va créer du beau à l'intérieur de ça. Mais voilà, donc ça, c'est ce que j'attends d'un média buyer. Très bien. Et dernière question sur la partie créa, je vais essayer de bien la formuler. On travaille à l'agence avec beaucoup de marques dans le prêt-à-porter et il y a toujours un équilibre assez important à trouver entre la plateforme de marque et les besoins en contenu publicitaire qu'on va mettre au bout des campagnes. Et parfois, on peut être dans une vraie dissonance entre les deux, où la plateforme de marque vient mettre beaucoup de barrières et empêche d'utiliser des formats utiles à la performance en social ads. C'est quoi ta vision, toi, dans ce conflit, je pense qu'on retrouve de manière plus ou moins proportionnée en fonction de la marque avec laquelle on bosse? Ouais, mais je pense que c'est jusqu'à ce qu'on trouve un ou une DA qui change ta vie, en fait. Parce que je crois pas en l'idée que de basculer une marque sur les réseaux sociaux devrait forcément la rendre pas belle pour que ça fonctionne. C'est le métier des créatifs de faire en sorte que ce soit adapté aux réseaux sociaux, donc pas trop de distance avec le client, mais deux, que ça corresponde quand même à l'image de la marque telle que la marque le souhaite, quoi. Mais ça demande une immense imagination. Quand Jacquemus, qui est une marque de luxe, fait des photos de la Provence, de Marseille, bon, mais lui, il a trouvé son fil conducteur entre la marque très luxe internationale qui est connue aux États-Unis et une photo Instagrammable, TikTokable, et tu vois, c'est effectivement un challenge, mais j'aime pas trop la question par la tienne. J'aime pas trop la question comme si c'était une évidence qu'il fallait dégrader un peu tout pour aller se positionner sur Instagram. Non, aujourd'hui sur Instagram, tu vois des trucs magnifiques, sur YouTube, tu vois des trucs magnifiques qui n'ont rien envié presque à des documentaires ou à du cinéma. Il n'y a aucune raison de réfléchir en se disant, bon, pour se rapprocher de nos clientes, on va faire un truc un peu dégueu, comme ça nos clientes vont comprendre. Non, si on parle là-dessus, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne personne pour aller chercher le training. Alors parfois c'est difficile, hein, c'est d'ailleurs souvent difficile, mais ça existe, et je l'ai vu d'ailleurs. Donc je donnais l'exemple de Jacquemus, mais il y a d'autres exemples. Quand Cézanne est sur TikTok, elle c'est du Cézanne. C'est marrant parce que c'est du TikTok et c'est du Cézanne. Donc en fait, elle a trouvé son trait d'union. Elle a son côté TikTok, mais elle n'a pas perdu son côté Cézanne. Voilà, ça demande du talent et c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est là le challenge, quoi. Ouais, et je suis 100% aligné avec ce que tu dis, et Cézanne est un très bon exemple, parce que même s'ils font des contenus qui sont peut-être un peu plus du social content, néanmoins la colorimétrie est belle, le son est bon, c'est filmé avec une vraie qualité d'image, c'est bien monté, les sous-titres ils sont pas grossiers quand il y en a. Il y a quand même une grosse possibilité d'aller faire du contenu qui
justement s'adaptent à ce que les gens viennent consommer sur les réseaux sociaux sans pour autant dégrader la plateforme de marque. Et je suis persuadé que chez Cézanne, ça a dû être une question. Et ils ont dû réitérer, ils ont dû réfléchir, ils ont dû se tromper. Tu vois, c'est pas... Mais voilà, ils l'ont fait, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a qui le font. Mais c'est sûr que il faut que le postulat de départ soit quand même de se dire c'est possible. Et pas, on va faire du chiffre en faisant un truc horrible. Trop bien. Top. Écoute, merci beaucoup Larry pour tous ces retours. J'ai encore plein de questions que... Et mon avis personnel, évidemment. Ça n'engage que moi. Ouais, de toute façon, sur la créa, on a aussi un avis qui évolue tout le temps. Ce que tu dis là, peut-être que si je t'avais posé la question dans une semaine, tu m'aurais répondu quelque chose de différent. C'est la beauté du sujet créa. J'accompagne Lily, qui est une marque de luxe. Donc, tu vois, on est sur des problématiques qui sont différentes, où là, la marque, c'est le cœur du réacteur. Donc, c'est d'autant plus sensible. Ouais, effectivement. Je vais te poser une dernière question. Si tu devais recommencer Almé aujourd'hui, quelle serait la chose, vraiment dans un scope e-commerce ou ads, quelle serait la chose que tu ferais différemment ? Je ferais quelque chose d'évident. C'est-à-dire, d'évident, je ne ferais rien tant que je n'aurais pas coché toutes les cases que j'ai envie de cocher. C'est-à-dire le bon produit qui se comprend facilement, que je vais rendre visible, ou que je rendrai éventuellement visible via les réseaux sociaux, parce que c'est ce que je connais, le paid, avec très 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 peu de retours, et finalement très peu de produits. Tu vois, j'ai fait tout l'inverse, moi. J'ai fait énormément de produits avec beaucoup de retours. Donc, c'est ça aussi, c'est ça l'expérience aussi. Hein. L'expérience, c'est de savoir ce qui était fantastique dans l'aventure Almé, c'était le marché. Le marché, c'était ce marché-là. Ce qui était pénible, c'est le fait que ce soit une industrie très lourde. C'est des dizaines et des dizaines de fournisseurs répartis dans des dizaines de pays avec des problématiques de transport, de fret, de matière, de rouleaux de tissu. Bon, tout ça, je ne le referai plus. Je ferai quelque chose d'évident, de fluide, de moins complexe et de moins complexe, je dirais. Ok. Trop bien. Top. Et puis, je vais terminer avec mes deux dernières questions que je pose à tout le monde à la fin du podcast. La première, c'est quelle est ta marque e-commerce préférée ? Ça peut être une marque que tu adores consommer, une marque avec laquelle tu adorerais bosser, ou simplement un e-commerce que tu trouves méga performant et dont tu conseilles tes clients de s'inspirer. Oui, comme je t'ai dit hier, moi je suis un consommateur de sites e-commerce de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Je vais rarement sur des petites marques, rarement sur des petits sites. J'ai un petit faible pour Back Market quand même. Hein. Back Market, je trouve que je trouve que Back Market c'est sympa, c'est bien foutu, je dirais Back Market. Back Market comme le modèle. Si j'avais dû créer un site e-commerce lequel j'aurais été très fier d'avoir créé, ça aurait été Back Market. Très bien, top. Et dernière question, quelle personne, en lien avec ces questions justement d'ads ou d'e-commerce, tu me conseillerais d'inviter dans ce podcast ? Saskia, fondatrice de Pommade, qui fait des crèmes contre l'eczéma et le psoriasis. Tu vois, on en parlait, produit évident, marché évident. Ouais. Et effectivement, ce qui est top avec ce produit-là, c'est que il s'adresse vraiment à une typologie de personnes bien précise. Et c'est vrai que nous qui sommes vraiment dans l'ads, ça permet d'avoir un ciblage qui est naturellement facile via la créa. Parce qu'on écrit le problème en gros et on sait qu'on va sur bonne personne. C'est ça le Graal, tu vois. C'est comme les secrets de Loli, tu vois. Ouais. Les cheveux frisés uniquement. Tu te poses pas la question qui tu vises et tu te poses pas vraiment la question comment tu t'adresses, quoi. Le fil est évident. Exactement. Trop bien. Écoute, merci beaucoup Larry pour ton temps, tous ces précieux conseils. C'est vraiment très agréable de parler de ces sujets-là avec toi parce qu'on sent que t'es imprégné par ton expertise, donc c'est top. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup Larry. Salut. Ciao, bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'ADS et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.